Je vous propose donc pour cette dernière séance, car je suppose que c'est la dernière, de rassembler un peu tout ce que nous avons dit. En conclusion, j'ai aussi des réponses à donner aux questions qui m'ont été posées, et je vous propose plutôt de répondre après le cours ou à un autre moment si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible, parce que ça me permettrait je crois qu'à la question qui m'a été posée, j'ai répondu déjà sans le savoir, sans connaître la question. J'ai répondu dans la dernière séance, lors de la dernière séance, non, mais on y reviendra. Bon, donc nous avons étudié la métaphysique comme étude de l'être en tant qu'être, et nous avons vu que cette question de l'être soulève la question de savoir si l'être est connaissable. Qu'est-ce que l'être? La métaphysique, en tant qu'étude de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire en tant ce qui est en tant qu'il est-elle compatible avec l'être en tant qu'il est connu, intelligé? Nous avons vu qu'il y avait là un petit problème à résoudre entre la représentation et l'être. En parlant d'une science de l'être et en prenant le mot science au sens de savoir, disons plutôt qu'au sens de science expérimentale, comme on est habitué à le comprendre aujourd'hui, en parlant de savoir, cette connaissance de l'être, ne court-on pas le risque de confondre être en soi et être intelligé? Que devient la différence entre esse in re, l'être dans la réalité, et l'esse in intellectu, l'être tel qu'il est intelligé? Est-ce que l'être ne va pas être réduit à l'être intelligé, et ne va-t-on pas tomber dans le risque opposé si d'aventure il ne pouvait pas y avoir d'intellection de l'être tant qu'il est ce qu'il est, et en tant qu'il est, ne tomberions-nous pas en renonçant à cet esse in intellectu, à cette intellection de l'être, ne tomberions-nous pas dans le risque opposé d'un être, de saisir l'être comme incompréhensible, insaisissable, inconnaissable, inintelligible, donc absurde, une absurdité. La réponse à ces questions se trouve dans la nature du rapport entre l'être et l'essence dans les temps. Nous avons vu qu'il y a là une unité de l'étant qui lui vient, qui se fonde sur son être. La source de l'intelligibilité serait donc dans l'unité, c'est-à-dire l'indivisibilité, sans laquelle tout serait pure confusion. Mais l'unité, en tant qu'indivisibilité, est considérée de manière abstraite, irréelle, si elle n'est pas, comme on l'a vu, l'unité de l'être. Vous voyez, ce qui vient stopper la divisibilité, la division des choses, c'est l'indivision de l'être en tant qu'être, puisqu'il ne peut pas se diviser en être et non-être. Ce qui est ne peut pas ne pas être au moment où il est. Sans unité, donc, le réel serait pur chaos. Tout serait divisible à l'infini. Et l'être, c'est-à-dire la réalité des choses, on se souvient, l'être, la res transcendantale, et cette réalité des choses et de chaque chose est un coup d'arrêt à cette division qui fait que chaque chose, chaque être substantiel, chaque étant est en soi indivis et donc saisissable comme unité par l'intellect qui a besoin d'unifier ce qu'il comprend, de comprendre en unifiant. Et vous vous souvenez de comprendre en pouvant unir un sujet et un prédicat. Donc l'être, on l'a vu, est un acte
un acte d'être au cœur de l'étang qui est et qui unifie tout ce que l'étang est. Et l'étang est composé parce que c'est un être fini. L'être de l'étang est fini. Il est limité par ce que l'essence fait de lui, tel étang et non tel autre, comme on l'a vu. C'est pourquoi l'étang est composé indissociablement d'essence et d'être. Il est ce qu'il est. Mais on l'a vu, il n'est pas parce qu'il est ce qu'il est. C'est-à-dire que son être ne se déduit pas de son essence. C'est ça ce que ça veut dire. Ainsi donc, l'être est au cœur de l'étang, ce qui unifie tout ce qui le compose en tant que fini. C'est-à-dire donc matière, forme, on l'a vu, essence, être, acte, puissance. Ce qui est fini est composé d'éléments distincts. Donc la matière, la forme, l'essence, l'être. Mais ces éléments qui constituent dans l'unité l'étang, parce que justement ils sont dans l'unité d'un acte d'être qui unifie tout cela, tous ces éléments ne se juxtaposent pas. Ils ne sont pas les uns à côté des autres, la matière, la forme, l'essence, l'être, comme on l'a vu. Ils s'entremêlent, en quelque sorte, et s'unissent, car l'étang est un, en tant qu'il est, en vertu de son acte d'être, qui ne peut être qu'un acte unificateur de tout ce qu'il est, puisqu'on l'a vu. Dès lors qu'il est, l'étang est un. Il est une unité, on l'a vu. On ne peut pas... mais attention, cette unité est l'unité de l'être. Ce n'est pas l'unité abstraite considérée comme l'un, vous vous souvenez, comme identité logique avec soi-même. Non, c'est l'unité de l'être, parce que l'être, c'est l'être qui est un. L'un n'est pas, en sens, l'un n'est pas, c'est l'être qui est un. Et il est un parce qu'il est. Il n'est pas parce qu'il est un. Parce que de l'unité, rien ne peut sortir, comme d'ailleurs de l'essence elle-même, rien ne peut sortir. C'est-à-dire, dans le fond, de toute forme d'identité logique de ce qui est identique à soi de manière abstraite, de cette identité logique, rien ne peut sortir. On ne peut pas sortir l'être de ma manche. Donc, il revient à l'intellect de distinguer conceptuellement, intellectuellement, ce qui demeure uni dans la réalité. C'est l'intellect qui distingue la matière, la forme, tout ce dont est composé, l'étang, de telle manière que le rapport entre l'être réel et substantiel et l'intellect, le rapport entre l'intellect et la réalité, est un rapport qui permet de distinguer intellectuellement ce qui est uni réellement. Eh bien, ce qui va nous aider à comprendre tout cela, c'est la remise en question de cette conception des choses par Duns Scott. Pour Duns Scott, le rapport entre l'être, entre l'intellect et l'objet connu prend un tout autre sens. Pour Duns Scott, la réalité est composée d'unité formelle, de formalité, c'est-à-dire la matière comme forme, la forme de son côté, la matière de l'autre, l'essence d'un côté, l'être de l'autre. Et il s'ensuit donc que matière et forme gardent leur autonomie, c'est-à-dire qu'on peut considérer la matière indépendamment de la forme et la forme indépendamment de la matière. Il y a juxtaposition, il n'y a pas union en ce sens. Le docteur dit subtil, justement, sachant que la matière première n'est rien sans la forme,
Parce que pour Aristote, puisque Aristote se trouvait devant une question à résoudre, à savoir que si tout dans une substance, il n'y a pas de matière sans forme et de forme sans matière, donc la matière sans la forme n'est rien, puisque c'est la forme qui détermine ce qu'une chose est en la classant, si vous voulez, dans une essence qui n'est pas une autre essence, qui est l'essence, comme on l'a dit, d'homme, par exemple. Donc, Duns Scotus se trouve devant la nécessité de donner à la matière, même indépendamment de la forme, une détermination. La matière, indépendamment de la forme, se détermine elle-même, elle est déterminée, c'est la matière qui est elle-même en tant que matière déterminée. Et vous voyez, c'est ici, donc, la matière pourrait-il dire sa propre forme, si on veut. Vous voyez, c'est donc si la matière et la forme sont distincts ex natura rei, comme il dit, c'est à part il est de la nature, de la chose, hein, que sa matière et sa forme soient distinguées. Vous voyez, distinguées. Ouais, c'est très intéressant et profond et important et subtil, quoi, subtil. Hein. Alors, cette doctrine scotiste va jouer un rôle déterminant, puisque donc, finalement, ce qui fait l'individualité d'une chose, c'est le résultat d'une addition de tout ce dont elle est composée, d'une juxtaposition. Et ce qui fait qu'une chose est une chose par rapport à une autre, ce n'est pas son être. Parce que l'être a le même sens, univoque pour tout ce qui est. Pour Duns Scotus, on ne peut pas distinguer une chose d'une autre en fonction de son être par rapport à un autre être. L'être a un sens univoque qui signifie la même chose pour tout ce qui est. Et donc, ce qui distingue une chose d'une autre, ce n'est pas son être. C'est la densité, l'intensité de ce que cette chose est en tant que finie. C'est-à-dire qu'elle est plus ou moins finie par rapport à l'infini, qui est Dieu pour lui. Dieu, c'est l'infini, c'est pas l'être. Et si on dit que Dieu est l'infini, il faudra s'expliquer aussi sur cet infini. En tant qu'il est non fini, il est non déterminé. Et on a vu que la non-détermination absolue, c'est l'unité, c'est l'un. Puisqu'à l'un, on ne peut rien ajouter. Rien ne peut déterminer l'un. Donc on voit que Duns Scotus s'inscrit dans une philosophie de l'un. De ce point de vue-là, l'infini, l'un comme infini. Et donc, ce qui distingue une chose d'une autre, c'est sa densité, son intensité dans la finitude, puisqu'une chose est plus ou moins finie. Et donc, vous voyez que déjà la notion de quantité, de quantification, de mesure, de force, va prendre le dessus sur la notion d'être comme ce qui est, hein, et ce qui est déterminé en vertu de cette union de la matière et de la forme dans les temps, unifié justement par cet acte d'être, hein, et qui pour Scott désormais, c'est la finitude, le degré de finitude, l'intensité, qui est finalement une sorte de force aussi, qui va devenir une sorte de force. On est plus ou moins fini, plus ou moins dense, plus ou moins intense. On est toujours quantifiable à la limite. On va passer ici on va voir comment on va passer à Descartes. Et donc ce qui fait l'individualité, c'est-à-dire l'eccheitas, c'est ce qui fait que cette chose-ci et cette chose-ci, c'est qu'elle est plus ou moins finie par rapport à cette autre chose-ci. Et que cette chose-ci, comme cette chose-là, résulte d'une juxtaposition de matière, de forme, d'essence et d'être qui font partie de la nature de la chose. Ex natura rei, une chose est constituée de formes distinctes. L'intellect, lui, sa fonction, justement, consiste à distinguer. Puisque l'intellect consiste à distinguer ce qui est dans la chose, et puisque déjà dans la chose, tout est déjà distinct, non,
il suffit de savoir ce que l'intellect intellige, comment il intellige. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher dans la chose, puisque déjà l'intellect distingue. Hein. Et quand vous le voyez déjà, donc, la philosophie va basculer d'une philosophie de l'être dans une philosophie de la connaissance. Hein. Qu'est-ce que connaître? Hein. C'est-à-dire, donc, il s'agira de voir comment l'intelligence intellige. Qu'est-ce que connaître? Et on le voit, connaître consiste à distinguer. Et nous verrons que Descartes va développer cette idée de l'idée claire et distincte. On ne connaît que des idées claires et distinctes. La matière, l'esprit. Donc pour Descartes, eh bien, tout va être déjà séparé. Puisque selon Scott, tout ce qui est pensé distinctement, tout ce qui est intelligé distinctement, est séparé réellement. Enfin, c'est pas que maintenant, dans la réalité, ce qui est un en vertu d'un acte d'être qui constitue cette unité, de telle manière que matière et forme s'entremêlent, essence, pas d'essence sans être, pas d'être sans essence, pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. Ah ben non, avec Scott, on peut considérer l'essence indépendamment de la matière, indépendamment de l'être, puisque l'être d'ailleurs signifie la même chose pour tout. On peut considérer la matière indépendamment de la forme indépendamment de la matière. Vous voyez, on sépare, on distingue. Ouais. Et je dirais, moi, ça correspond assez bien à l'esprit anglo-saxon. L'esprit anglo-saxon est analytique, pragmatique, il distingue. Je me demande même si un intellect anglo-saxon est capable de synthèse, quoi. Mais enfin bon, c'est toujours mon petit coup de griffe, n'est-ce pas? Avec, n'est-ce pas, on s'amuse un peu, quoi. Donc, sur cette doctrine, n'est-ce pas, scotiste, eh bien, va se greffer la formulation moderne dans la 6e méditation de Descartes, hein, qui, justement, sépare l'âme et le corps. L'étendue et la pensée. Voilà, distinction. Et la philosophie moderne va rouler sur cet héritage, va rouler là-dessus. Suarez est un moment important, puisque pour lui, la pensée, ce qui est pensé, ce qui est conçu, ce qui est intelligé, voilà ce qui constitue la res. Disons, il va se développer. Alors, à partir de là, va se développer une philosophie des transcendantaux qui vont considérer les transcendantaux indépendamment de l'être. C'est-à-dire que tout va se résoudre à la res en tant que pensée. Une pensée, c'est une res. Et une idée, c'est un aliquid, parce que c'est une idée distincte d'une autre idée, claire et distincte. Bon, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, mais la philosophie moderne, donc de Suarez à Wolff, de Descartes à Kant, va consister à assurer a priori, justement, la corrélation de la pensée et de l'objet connu, car l'être est réduit à l'objet connu, à ce que Scott appelle l'esse objectivum, un être conçu. L'être est ce qui est conçu, intelligé. Il n'est pas considéré en tant qu'être, extramental, enfin tout ce qu'on voudra, indépendamment de l'intellect, indépendamment même des sens qui perçoivent quelque chose qui ne dépend pas de moi, non, mais on va considérer uniquement ce qui est construit par l'entendement, et nous savons que Kant sera le philosophe de la connaissance parfaite a priori de l'objet qui n'aura plus rien à voir avec la chose en soi. Vous voyez, une chose en soi est inconnaissable parce que seul est connu l'objet construit par l'entendement, à partir de ces formes a priori, ces catégories de l'entendement. Et même les intuitions de la sensibilité sont a priori pour Kant. Ce que je perçois, une chose, je l'aperçois à travers les intuitions a priori de la sensibilité, c'est-à-dire l'espace et le temps. Même une chose est perçue dans l'espace et dans le temps, non pas parce que l'espace et le temps sont inhérents à cette chose donnée dans la réalité qui est spatio-temporelle, mais je perçois de manière spatio-temporelle une chose
en vertu de ma constitution a priori. Donc tout ce que je perçois, tout ce que je conçois demeure à l'intérieur de l'entendement du sujet. Tout est à son origine a priori, c'est-à-dire transcendantale, au sens où tout passe par le sujet. Tout passe par le sujet. Le sujet est le socle transcendantal de la connaissance, de toute connaissance possible. Donc, il s'agira de s'assurer a priori de cette corrélation de la pensée et de l'objet, du sujet et de l'objet. Et puis alors, avec Descartes aussi, mais avant lui avec Nicolas de Cuse, un philosophe important du XVe siècle et qui est vraiment pour Cassirer, par exemple, le philosophe Ernst Cassirer a mis l'accent sur le fait que, dans le fond, le véritable fondateur de la pensée moderne, ce n'est pas Descartes, mais Nicolas de Cuse. Alors évidemment, Nicolas de Cuse est un Allemand, et Cassirer aussi. Mais ceci dit, indépendamment de cette sensibilité nationale, il est vrai que Nicolas de Cuse précède Descartes et est un véritable initiateur de la pensée moderne, parce que justement pour lui, les mathématiques vont devenir le modèle l'idéal de la pensée mathématique va être le modèle de la pensée, tout ce que l'on peut penser. D'ailleurs, vous voyez ici aussi l'héritage platonicien. Pour Platon, nul n'entre dans l'académie s'il n'est géomètre, mathématicien. Donc, comme on le voit, l'analogie aristotélicienne des distinctions des différents aspects de l'être, ses modalités, est tout à fait oubliée. Désormais, il n'y a plus d'analogie de l'être. Il y a une conception univoque et une pensée réduite à la pure subjectivité. Ce processus a conduit à l'abandon définitif de la métaphysique d'Aristote et aux difficultés qu'a rencontré la pensée thomiste de l'être, puisque désormais ce qui a l'a emporté, c'est la philosophie univoque de l'un, finalement, de l'un, n'est-ce pas, qui l'emporte sur la philosophie de l'être. L'invention, dit André de Muralt, professeur de philosophie médiévale à Genève, dont l'œuvre est importante, et je vous invite même à étudier son œuvre, et vous pouvez accéder à son œuvre grâce à un média serveur de l'université, un serveur de l'université de Genève qui a enregistré tous ses cours. Et c'est une véritable richesse, et je vous invite vraiment à écouter André de Muralt pour une formation vraiment très, très complète et très, très profonde. Donc il dit ceci: l'invention de la distinction formelle ex natura rei, donc de Scott, est de ce point de vue certainement l'étape capitale du devenir de la philosophie occidentale. Elle en détermine le principe méthodique universel et en prescrit les conséquences nécessaires, dont l'une, et non la moindre, est l'explication définitive par Hegel de la dialectique moderne. Bon, que veut dire ici André Muralt et pourquoi je l'ai cité? Il veut dire que cette option scottiste va jouer un rôle déterminant, puisque elle va conduire à Occam, qui va en tirer toutes les conséquences en rejetant le réel, donc la chose en soi, dans l'inconnaissable, pour ne retenir que les mots qui désignent cette chose. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, comme Scott dit, la réalité est composée de tous ces éléments qui se juxtaposent donc et qui produisent l'ekcheitas, l'individualité. Alors, Occam
eh bien, vous savez, c'est le fameux rasoir d'Occam. Il dit non, on va supprimer tout ça, on va considérer la chose sans tous ces éléments, puisque de toute façon l'intellect distingue toujours, et il se suffit à lui-même, et donc on va considérer la chose comme une unité, simple. Or, de l'un, que peut-on dire? Rien, puisque dès qu'on dit quelque chose de l'un, il cesse d'être un. Donc chaque unité est inconnaissable, et les choses sont autant d'unités. Et Occam est un philosophe de l'un. Et je dirais même, c'est une sorte de Démocrite conceptuel. Démocrite, vous savez, c'est un grec qui est un philosophe atomiste, pour lequel la réalité se réduit à des atomes, à une multiplicité d'atomes, et qui sont des unités. Seulement, pour Démocrite, ces atomes sont matériels, sont réels, bon. Mais pour Occam, ils sont conceptuels. Et de même que le problème de Démocrite, de l'atomisme démocritéen, était d'expliquer comment ces atomes pouvaient se rencontrer et constituer un monde. Oui, parce que si chaque atome tombe dans le vide comme ça, non, donc l'univers est constitué d'atomes comme ça, qui chutent en chute libre, mais bon, ça tombe sans tomber, quoi. Mais en tout cas, c'est là, non, et c'est une multiplicité. Parce que vous comprenez, Démocrite, il avait son génie. Il a résolu aussi le problème qui se posait à Parménide, pour qui il n'y avait qu'un être, un. Tout est un seul être, un. Et alors que devient le multiple? Le coup de génie de Démocrite, c'est de dire, eh bien, il y a une multiplicité d'unités. Et voilà. Et donc, si en effet, tout est un. Mais l'un se multiplie, tout est unité, il y a plein d'unités. Donc, le monde est multiple et un. C'est génial. Bon. Seulement, son problème, c'était de se dire, tiens, mais comment se fait-il que comment je peux faire d'un monde, non, multiple, tout cela? Et c'est ainsi que Épicure, un autre atomiste, a eu son petit coup de génie en inventant ce qu'il appelle le clinamen, à savoir cette explication qui consiste à dire que les atomes, au lieu de tomber en ligne droite comme ça dans le vide, tombent dans le désordre, s'inclinent, n'est-ce pas, et donc se rencontrent. Et en se rencontrant, donc, constitue une intelligibilité, le monde multiple devient explicable, n'est-ce pas, prend forme. C'est donc l'explication atomistique, n'est-ce pas, en vertu toujours de cette conception de l'unité qui se multiplie, qui se répète, et qui va... Et donc, si vous voulez, ce clinamen, ce qui permet de créer des liaisons entre les atomes et permettre ainsi une intelligibilité d'un monde multiple, va se retrouver chez les nominalistes et chez Occam comme une multiplicité de concepts, de noms, de mots, puisque des choses, on ne peut rien dire d'elles-mêmes. Il faudra qu'on ne dise de ces choses que le nom qu'on leur donne, pour se mettre d'accord. Mais donc ces mots sont comme les atomes de Démocrite et d'Épicure, et le clinamen, qui permet à Épicure de faire se rencontrer les atomes, va se traduire, si vous voulez, chez Occam, sous la forme d'une rencontre de mots, dans un langage de signes, les mots étant des signes, et qui ne renvoient à rien, et qui ne peuvent que renvoyer à des signes. Et donc ainsi les signes se rencontrent comme les atomes, n'est-ce pas, sous l'effet du clinamen, et ces signes forment un langage, et ce langage est donc un système de signes. Et donc, désormais, je peux donc construire mon monde intelligible, grâce à une logique qui va être codifiée justement à une sorte de code. Je codifie mon langage en disant voilà le signe, ce qu'il signifie pour telle chose que j'appelle ainsi. Bon, on l'a déjà évoqué, ça, je vous en ai parlé. Mais c'est très important parce que c'est l'origine aussi de la philosophie analytique contemporaine, pour laquelle la vérité se ramène à la validité logique d'une proposition. La vérité n'est plus la réalité des choses. La vérité, c'est la validité d'une proposition, c'est-à-dire de la logique qui permet d'associer un sujet à prédicat dans un complexe linguistique, finalement,
qui sera la source de l'explication et de l'intelligibilité, qui n'a plus rien à voir avec la réalité. La vérité n'est plus la réalité des choses. La vérité, c'est la validité d'une proposition logique qui tient debout grâce à une codification, grâce aux mots, grâce aux signes, et grâce au sens que je crée moi-même. Vous voyez, le sens, donc, c'est moi qui le crée, qui le donne. Le sens n'est pas donné dans la chose, parce que dans la chose, il n'y a plus, la chose n'est plus une réalité constituée d'une forme et d'une matière, d'une forme qui est inhérente à cette chose et qui fait que quand j'intellige, je tire de cette chose la forme qui lui donne son sens et qui appartient à cette réalité, puisque l'étant est réellement réel grâce à l'être, à l'acte d'être qui unifie une forme et une matière et qui en fait de cet étant un étant qui n'en est pas un autre, hein, mais qui est réellement réel. Ouais. Et donc, quand j'intellige, je connais un étant dans sa réalité, alors que dans une conception analytique, camiste, nominaliste, je n'appréhende que des sens, n'est-ce pas, que je crée moi-même, en créant un langage, à vrai dire, en donnant un sens à chaque signe, et en faisant de ce langage un système de signes, n'est-ce pas, de telle manière que il peut y avoir plusieurs systèmes de signes que je devrais interpréter, traduire. Comme je vous l'ai déjà dit dans un premier temps, penser donc devient traduire. Oui. Penser, intelliger, ne signifie plus découvrir, lire à l'intérieur, intus legere, lire à l'intérieur d'une chose pour voir ce qu'elle est réellement, oui. Mais intelliger, c'est glisser sur une surface lisse, n'est-ce pas, sur un langage, n'est-ce pas, qui fait que je passe d'un signe à l'autre, et que finalement le dialogue, la vérité ne sera un consensus qui pourra donner lieu à un dissensus. Oui, vous savez, là vous retrouvez tout de suite la théorie bon, j'oublie son nom maintenant, mais peu importe, de toute façon, je crois qu'il est voué aux oubliettes. Et donc, n'est-ce pas, le consensus n'a plus de validité universelle. La vérité n'a plus de valeur universelle. Elle n'a de validité que pour le groupe qui se met d'accord sur le sens à donner à des signes qui constituent un langage, hein, avec lequel un groupe est d'accord. Quand chaque groupe peut comprendre. Ouais. Mais un autre groupe peut donner un autre sens à ces mêmes signes. Et donc, il y aura un conflit entre deux groupes en fonction du langage et des signes donnés à ces mots, etc. Ouais, donc, il n'y a plus de vérité universelle. Vous voyez bien la gravité de la situation. Et on retombe dans cette atomisation, finalement, des individus, dans cet individualisme qui fait que qu'il n'y a plus de rapport possible entre les êtres, il n'y a plus de relation naturelle entre les êtres qui fait de l'homme un animal politique, un vivant politique, comme dit Aristote, au sens où l'individu unique, ça n'existe pas, l'individu seul, n'est-ce pas, serait un dieu, dit Aristote, non, ce serait un dieu, quoi, un être autonome, absolu. Mais c'est cet être, justement, qui définit l'homme moderne. Hein. Pour l'homme moderne n'a d'autre existence que dans sa relation. Ou plutôt la relation, voyez-vous, se substitue à la substance. Hein. Il n'y a plus de relation au type de type comme un accident qui unit, qui relie deux substances. Ouais. La substance elle-même devient relation. Vous voyez, elle devient existence en ce sens-là. Vous vous souvenez? Donc il n'y a plus d'unité de la substance. Elle n'est plus relation à soi. Et son problème, c'est d'être une relation aux autres. Et qu'est-ce qui va permettre cette relation d'un individu aux autres? Ce n'est pas la nature, puisque la nature, c'est ce qui repose sur l'essence universelle qui permet de définir un homme comme un animal, bon, un zoon politikon, vivant en société. L'individu n'existe pas comme cela. Et donc, ce qui va permettre aux individus de se rencontrer, de vivre ensemble, ce n'est pas en vertu d'une amitié naturelle selon laquelle le semblable aime naturellement son semblable.
Il y a quelque chose de semblable entre tous les êtres dissemblables. Et c'est ça l'analogie d'ailleurs. L'analogie, c'est quoi? C'est de voir entre deux êtres semblables ce qu'il y a entre eux de dissemblable, et de voir entre deux êtres dissemblables ce qu'il y a encore entre eux de semblable. Et ça, c'est évidemment, c'est intelligent. C'est plus intelligent que de dire que tout est la même chose et que tout est différent. C'est pourquoi l'univocité, c'est du terrorisme, quoi. Et l'équivocité, c'est de la bêtise. Tandis que l'analogie, c'est de l'intelligence. Parce qu'il faut voir ce qu'il y a de semblable entre les choses dissemblables. Et les choses ne sont pas à ce point dissemblables entre elles qu'il n'y a rien de semblable entre elles. Il y a encore quelque chose de semblable entre tous, à savoir cette nature humaine, qui fait que le semblable aime naturellement son semblable, et que l'amitié est le fondement de la société humaine. Autrement dit, le fondement de la société est naturel, il n'est pas culturel, au sens où la société reposerait exclusivement sur le contrat social entre des individus qui se mettent d'accord entre eux. Vous savez, ça c'est Thomas Hobbes, qui était aussi un philosophe donc politique important, et dans laquelle philosophie politique se croise cet épicurisme, enfin cet atomisme grec, cet individualisme, qui fait que les individus ne peuvent se rencontrer entre eux, non pas parce qu'ils sont semblables, mais ils sont tellement dissemblables entre eux que la seule façon de les rassembler, c'est le contrat. Mais le contrat, c'est quoi? C'est la force. Le contrat, c'est la force qui pousse à le former, puisque tous les individus, selon Hobbes, selon le Léviathan, vous savez, le Léviathan, c'est le monstre qui fait peur à tout le monde, eh bien, puisque l'homme est un loup pour l'homme, et que tout le monde s'amuse à se faire peur, d'ailleurs aujourd'hui on est payé par ça, eh bien tout le monde s'amuse à se faire peur, eh bien on va déléguer celui qui fait le plus peur, n'est-ce pas? On va déléguer à celui qui nous fait le plus peur, ce Léviathan, n'est-ce pas, le pouvoir, n'est-ce pas? Et comme ça, il nous laisse tranquille, il va utiliser son pouvoir pour lui-même, et donc le contrat repose sur la force, et non sur la justice. Et c'est ce qui peut justifier cette parole admirable de Pascal, faute d'avoir fait que la justice fût forte, on a fait en sorte que la force fût juste. C'est-à-dire justifier la force, alors que la justice exorcise la violence et la force. Et donc c'est la force, comme toujours, cette énergie, cette force qui structure tout, et qui unit en divisant, quoi. Je veux dire, où l'union n'est que superficielle, où cette union, donc, est une union, une unité artificielle, abstraite, réalisée. Vous voyez, et c'est pourquoi, là, ici, vous avez une réalisation de la force sous la forme d'un pouvoir absolu, et c'est ça, la politique moderne, comme vous le voyez, avec Thomas Hobbes pour référence, incarne cette conception qui répond à un oubli de l'être, finalement, de la réalité, qui nous éloigne de la réalité. Et donc, cette société moderne, eh bien vraiment, son problème, c'est bien vraiment de donner une place à la multiplicité des êtres, dans l'unité de l'être, mais qui respecte cette multiplicité, parce que l'unité n'est pas ce qui est au-delà de l'être. L'unité, n'étant pas au-delà de l'être, laisse une place, fait que c'est l'être lui-même qui est le fondement à la fois de l'unité et de la multiplicité, et de l'unité dans la multiplicité, de la multiplicité dans l'unité, donc dans une harmonie, dans un équilibre qui est finalement le fondement de la civilisation. Ce fondement qui aujourd'hui est en train de s'abîmer dans un fond sans fond. Bon. Enfin bref, on aurait beaucoup de choses à dire. On n'a pas tout le temps pour le dire, mais on l'a dit. On a dit ce qu'on a pu dire, quoi.